Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Ça fait longtemps que j'aurais voulu venir, ça n'était pas possible. Je suis contente aujourd'hui et je le fais probablement avec un peu plus de maturité et de recul sur le sujet que je veux vous présenter. Donc finalement, c'est probablement un bien. Je vais donc vous partager une partie de mon expérience, à la fois comme enseignante, mais aussi comme promeneuse, et j'espère vous emmener dans cette promenade. Et je vais commencer à tout seigneur, tout honneur en citant Édouard André. Les conditions qui doivent être considérées dans le choix d'une résidence rurale, soit dans son ensemble, c'est-à-dire avec une exploitation agricole ou forestière, soit au point de vue plus restreint du parc ou du jardin, sont les suivantes. Le paysage environnant, l'altitude et la facilité d'accès, le climat et l'orientation, la forme et la nature du sol, les abris, les arbres et les vues, les eaux, les constructions, les ornements pittoresques et les ressources financières. Il m'a semblé que ce jardin récemment visité à Vers-le-Grand, avec ce splendide paysage, était la parfaite illustration du choix qu'on a pu faire du site et de son interaction avec un territoire. Alors il faut s'arrêter un instant sur ce mot de territoire que j'ai choisi, aller regarder les différentes définitions qui peuvent en être données. On notera que le Larousse choisit d'en donner deux. L'une, celle d'un espace considéré comme un ensemble, formant une unité cohérente physique, administrative et humaine, et l'autre, une étendue dont un individu ou une famille se réserve l'usage. Les géographes ont pu en rajouter une troisième dimension à ce mot de territoire, celle d'un espace socialisé, approprié par ses habitants de manière symbolique ou matérielle. Je vais évidemment jouer aussi avec cette troisième définition dans la façon dont je vais regarder aujourd'hui des jardins. En commençant par un jardin que vous avez peut-être eu la chance de visiter, parce qu'à l'Alhambra, que les visiteurs en soient conscients ou non, ce jardin, qui est une véritable oasis dans un désert, ne peut fonctionner que grâce à ce canal d'irrigation, encore opérationnel aujourd'hui, et aux intenses travaux d'aménagement qui ont été réalisés au cours des siècles pour donner l'oasis que l'on connaît aujourd'hui. Je précise que je tire cette photo d'un documentaire que je vous invite à aller voir sur Arte en ce moment, tout à fait remarquable. C'est une série qui parle, le titre m'échappe à l'instant, mais une série de documentaires qui regarde le patrimoine sous son aspect le plus naturel et naturaliste. Voilà, ces aménagements représentent aujourd'hui à la fois le jardin et tous ces canaux, un véritable paysage culturel. Nous en reparlerons. Dans les territoires aujourd'hui très habités, en mutation, on oublie parfois ces évidences, cette réalité physique et économique. C'était l'essence même de la villa romaine d'avoir une pars rustica, mais ce lien est souvent coupé. Et si les jardiniers, eux, en ont bien conscience, les gestionnaires, et encore moins les visiteurs, n'abordent pas immédiatement le jardin dans cette dimension et à cette échelle. L'eau, vous le verrez, sera un des fils conducteurs de notre propos aujourd'hui. Cependant, ce ne sera pas le seul. Et ce château de Purnon, dont on a pas mal parlé récemment grâce à ses repreneurs, nous permet d'évoquer un autre type de rapport au territoire qui vient immédiatement à l'esprit, celui des vues et de tous les dispositifs paysagers qui construisent ces vues et ce rapport au territoire. Et cet exemple m'intéresse parce qu'on voit que le portail n'est plus fonctionnel, il est décoratif, l'entrée maintenant a été changée et ne se fait plus du tout par cette grande allée d'arrivée, mais cette grande vue sur le territoire est maintenue, entretenue, ce qui n'est pas un mince travail, et ce lien très fort avec des terres, des forêts demeure. Alors permettez-moi un instant de parler de mon propre itinéraire, puisque je suis historienne de l'art, et que ce que mon arrivée au master jardin historique et avec l'équipe qui l'animait il y a une quinzaine d'années m'a permis de découvrir, grâce à cette première étude que j'ai faite avec mon collègue Denis Mirallier, et qui reste un fidèle compagnon de travail pour le master, et avec les étudiants du master JHPP dont j'ai aujourd'hui la responsabilité. Et donc ce travail que nous avions mené en 2009 dans le prieuré de Vivoin, quelque part dans la Sarthe, j'étais bien sûr avertie des liens du jardin au paysage. Mais je dois dire que cet exemple a été pour moi très instructif d'un changement de regard, un changement d'échelle pour comprendre ce qu'était véritablement un jardin. Nous avions donc été sollicités pour proposer un jardin médiéval dans un ancien prieuré, propriété d'une collectivité territoriale, dans un lieu très simple, d'une grande beauté, très isolé. Nous avions commencé les recherches
Et à force de dépouiller la documentation qu'on avait pu rassembler, nous avions proposé une hypothèse de reconstitution de ce qu'était l'enclos monastique et de la manière dont les moines le cultivaient, avec, vous le voyez, un vivier au centre. La dimension vivrière était apparue fondamentale, avec celle de l'eau, qui demeurait à cette époque-là sous la forme, une forme très ténue, dans un petit fossé, et qui cachait complètement ce qu'avait pu être cet enclos et ce vivier. Et nous sommes alors sortis de l'enclos. Nous avons pu comprendre combien, en réalité, cet enclos était proche d'une rivière. Je vais juste revenir un instant sur l'image, voilà, proche d'une rivière, avec des moulins qui avaient été exploités par les moines, et comprendre toute la richesse qu'ils tiraient de ces aménagements hydrauliques. De l'histoire, donc, nous entrions de plein pied dans l'aménagement d'un territoire et la lecture d'un espace qui était vécu aujourd'hui par des habitants, mais que le mur de l'enclos ne permettait plus de relier à cette histoire monastique longue. Voilà le chemin que nous avions fait. Nous étions donc sortis de l'enclos pour aller nous promener dans la ville et voir ce paysage de moulins. Au-delà de mon cas particulier, de ce que j'avais pu comprendre, ce cas de Vivoin paraît être un exemple de la nécessité d'éclairer les jardins depuis de nombreuses disciplines, mais surtout d'une pratique assidue et curieuse du terrain. N'étant pas paysagiste, il m'a fallu un peu de temps pour passer d'une lecture finalement esthétique à la compréhension de la dimension infrastructurelle du jardin et de son rôle dans un écosystème plus large. On peut constater une évolution du regard de même ordre, d'ailleurs, dans un public de plus en plus large, avec une accélération récente dans cette prise de conscience de ce rôle, de cette insertion dans des écosystèmes. Il faut la mettre, cette redécouverte, dans l'histoire de la redécouverte des jardins historiques. On le sait, ils ont été progressivement compris comme un patrimoine, comme objet d'une politique publique, puis comme un objet d'étude à partir des années 80. La montée en puissance du regard sur la finitude de notre planète, avec notamment toutes les réflexions menées par Gilles Clément, ont permis progressivement une diffusion de cette dimension d'une insertion dans un écosystème. Ce qui était finalement auparavant une évidence a été progressivement redécouvert, le fait qu'il s'agissait d'un équilibre avec un territoire. Alors, ces réflexions sont aujourd'hui menées dans de nombreux groupes. Je pense notamment au groupe Sites, Paysages et Espaces Patrimoniaux au sein d'ICOMOS France, et puis de manière plus universitaire par la thèse que Mirabel Croisier est en train de mener, qui va justement se pencher sur la façon dont le concepteur aujourd'hui intègre les dimensions territoriales, physiques et politiques du jardin historique dans la façon dont il intervient aujourd'hui et restaure des jardins. On a donc bon espoir que les choses soient mieux diffusées. Sans mentionner toutes les disciplines convoquées et nécessaires pour cette meilleure compréhension, j'en mentionnerai simplement une qui est apparue plus récemment, l'histoire environnementale telle qu'elle a pu être développée par notamment Grégory Kenneth à Versailles et plus récemment dans une thèse soutenue en mars dernier par Raphaël Devred sur l'évolution territoriale du domaine de Rambouillet et la façon dont les princes ont gouverné la nature à travers la sylviculture, la chasse et l'élevage. Et cette histoire environnementale, je trouve ce document spécialement beau. On voit à la fois les gens en train de chasser et la carte qui montre les aménagements qui ont été nécessaires. Cette histoire environnementale donc permet d'interroger les frontières de la conservation de la nature telle qu'elle a été progressivement pensée. Dans cet effort pour élargir la vision de ce qu'est un jardin historique, bien sûr l'archéologie, mais aussi les grands progrès dans la cartographie sont fondamentaux et en particulier l'outil assez neuf encore que représente le LIDAR. La France est bientôt presque entièrement couverte. C'est une étude dont je vais vous parler ici, Orbigny. L'image nous avait permis de comprendre rapidement les liens intrinsèques entre les différentes parcelles du domaine et de lire à travers le couvert végétal, si vous les distinguez ici, les chemins qui permettaient de parcourir ce domaine et de jouer avec ce très gros apic que représentait la falaise. Vous en verrez des vues un petit peu plus tard. Donc ce lidar très précieux qui, d'emblée, nous amène à regarder à la fois un cheminement, une exploitation, puisqu'on voit toutes les parcelles agricoles. Mon exposé donc sera
constitué en 5 points. J'essaierai d'être rapide, je vous rassure. Je les traiterai en m'appuyant sur les études opérationnelles que nous menons au laboratoire Léave de l'École d'architecture de Versailles et que nous menons avec les étudiants, en ce moment avec Denis Mirallier essentiellement et auparavant avec Marie-Hélène Bentière, Georges Farhat notamment, suivant une intuition développée par Janine Christiani et Monique Mosser lorsqu'elles ont fondé le master avec Isabelle Auricoste. J'ai fait le choix ici de parler de préférence de parcs ruraux et périurbains. Emmanuel nous entraînera dans une autre échelle de jardin. Il y sera bien entendu beaucoup question d'échelle pour inviter à la lecture de toutes les échelles de jardin et de la manière dont ils ont été conçus et doivent être considérés. Un mot juste sur ces diagnostics que nous menons. Ce sont donc bien des diagnostics et pas des projets. Nous ne faisons pas de projet au sein du Master Jardin et avons cette chance de pouvoir regarder pendant un an entier justement un jardin dans son territoire. Alors d'abord, le premier point, quelques jalons pour donner les étapes qui m'ont paru importantes de mentionner de cette histoire de la dimension infrastructurelle des jardins, en commençant par un dessin, je reviendrai dans le temps après, mais un dessin que j'aime beaucoup, publié par Boitard dans son traité, la 3e édition de son traité, où vous voyez le jardin qui s'inscrit dans les différents chemins, les différentes directions de ce grand paysage au sein duquel il est inséré. On ne peut pas mieux représenter la construction mentale qu'est cette inscription dans un territoire. Si on revient en arrière, cette construction, je vous l'ai dit, ce lien entre le territoire et le jardin est très ancien. Mentionner le traité d'Olivier de Serres me paraît important. Il y a eu de nombreux traités d'économie domestique qui manifestent cette imbrication entre la gestion domaniale, économique et la volonté d'avoir des parterres. Son traité, publié en 1600, rencontre un succès extraordinaire et propose un texte très intelligible que les gens vont pouvoir s'approprier parce qu'il n'y a plus toutes les scories un peu moyenâgeuses que ce genre de traité pouvait avoir. Et il vient rencontrer les préoccupations de la noblesse terrienne. Il s'agit bien d'agriculture et de ménage des champs, mais vous voyez que le frontispice montre bien qu'au-dessus de tout ça, il y a des parterres. Et les parterres, il va les chercher dans les plus grands jardins royaux, ce qui fait qu'en réalité, ces parterres sont moyennement appropriables par le noblio campagnard, mais ça montre le cadre dans lequel on pense ces jardins et la volonté, quand même esthétisante aussi, qu'on a pour ces domaines. Alors je fais des grands sauts, mais le XVIIe siècle va poursuivre la réflexion sur l'instauration d'un lien au territoire et donner une place plus grande aux espaces ornementaux. Je renvoie ici aux travaux de Georges Farhat, qui a enrichi vraiment par ses recherches la lecture des grands domaines du XVIIe siècle. Il avait notamment mentionné la publication en 1624 de Louis Savot, qui était médecin, qui avait publié un ouvrage qui connaît plusieurs rééditions au cours du siècle, l'architecture française des bâtiments particuliers. Il s'agissait d'organiser, et c'est un schéma que Georges Farhat a fait à partir de ce texte de Louis Savot, il s'agissait d'organiser le domaine selon une logique qui répond à des préoccupations plurielles et plus simplement à l'accumulation de terres. Le lieu d'habitation est placé sur les terres les moins productives. Le jardin et le parc doivent être, pour le premier, un lieu d'agrément, esthétiquement travaillé, alors que le second est exploité dans une polyculture bien ordonnée. Ce parc, assure aux propriétaires des revenus réguliers et le domaine dans son entier est pour lui une source de prestige, dans certains cas de pouvoir. Et il a ainsi mis en évidence cette construction qui est là, faite sous forme d'un schéma, avec le jardin qui est au pied des fenêtres du château, un canal qui va servir en même temps de vivier et puis en même temps qui va permettre de drainer des eaux, et le parc enclos qui en est séparé avec de la sylviculture organisée de manière rationnelle. Alors, à partir de ce schéma, j'aurais pu vous montrer beaucoup de domaines du XVIIe siècle. Il nous faut avancer,
mais pas avant de vous avoir montré voilà, ce plan du domaine de Dampierre que vous avez ici à droite. On retrouve exactement ce dessin du château, des parterres et du bois qui est là, de l'autre côté du canal, Dampierre, que je vous invite à aller voir, qui fait l'objet de nombreux travaux et de reprises, y compris du jardin, très intéressant. Et puis ce plan qui montre, en réalité, on a l'idée d'un jardin, on a des parterres, mais toutes les petites inscriptions que vous voyez signalent à qui appartiennent ces parcelles. On a là un programme d'acquisition pour constituer le domaine des ducs de Bouillon. Et ça montre bien combien ces domaines au XVIIe font l'objet de stratégies foncières, parfois sur plusieurs générations, pour arriver à constituer le dessin qu'on a, le projet qu'on a l'intention de faire dans ce territoire. Donc c'est l'objet, je l'ai mis là à l'envers, je vous demande pardon, sinon on était obligé de le couper et de le mettre en tout petit. Mais vous voyez que cette inscription dans le territoire, elle passe par une dimension très économique, bien sûr, il faut racheter les parcelles, mais aussi politique, on échange beaucoup de parcelles entre différents domaines. Il y a là une véritable stratégie. Je fais un grand bond et je passe par-dessus tous les Anglais dont on sait, avec Capability Brown, Kent et autres, l'échelle domaniale immense à laquelle ils ont travaillé. Et ces domaines anglais qui ont beaucoup inspiré les voyageurs européens, et en particulier un de mes amis, le prince Puckler, qui, parcourant l'Europe, en l'occurrence à la recherche d'une riche épouse, avait visité beaucoup de parcs anglais. Et revenant dans son domaine à la frontière aujourd'hui avec la Pologne, à Moscou, a mis en application ces préceptes à une échelle absolument immense, puisque au lieu d'avoir des fabriques comme les Anglais, lui, il avait des villages. Et vous voyez, c'était ça l'échelle de son parc, d'immenses domaines qu'il s'agissait évidemment de gérer, où on récupérait des bois, ce qui ne l'a pas empêché d'ailleurs de finir ruiné. Ce traité, si vous voulez lire, on l'a republié il y a maintenant 10 ans en français et avec toutes les vues qui n'avaient pas encore été publiées en français. Ce goût pour des tracés souples et les nombreux voyages vers l'Angleterre, donc vers l'Allemagne et la circulation de traités va progressivement amener chez des gens de rang plus modeste des modifications dans les domaines. Et je publie là une planche que Christine Toulier, qui a mené de nombreuses recherches sur les cadastres, avait élaborée, qui montre la façon dont, dans ce château de Rouillon, dans la Sarthe, en 1808, on a encore un tracé régulier, et puis en 1844, le cadastre montre bien qu'il y a là des lignes paysagères qui se sont installées. Ça n'est pas pour autant un changement dans le lien qu'on a avec le territoire. On a moins de percées, de vues, on a moins ce lien évident, mais il reste tout aussi fort. On conserve la dimension productive, on utilise toujours les ressources hydrauliques qu'on maîtrise, on maîtrise encore la topographie d'une autre manière simplement pour instaurer un rapport de proximité entre le château et le grand territoire. Alors peut-être que vous le voyez peut-être un petit peu moins, je souligne ici, voilà les formes de ce jardin paysager qui est là. Le grand axe qu'on a là n'apparaît plus et vous voyez qu'il y a eu de grandes modifications, y compris dans la manière on arrive latéralement dans le château. Et donc ce mouvement a été très largement suivi. Beaucoup de gens ont voulu aménager des parcs, y compris pour une villégiature plus modeste que celle des grands domaines qu'on connaissait auparavant. Et Pauline Retailleau, qui a travaillé en Vendée sur les changements après la Révolution et les constructions de châteaux, a bien montré que les nouveaux châteaux construits au XIXe siècle montaient en altitude jusqu'à 23 mètres plus haut que les anciens sièges seigneuriaux sur lesquels ils s'installaient. D'une part, pour certains, ils sont un peu plus bas, mais donc on joue sur la topographie. On va vraiment réfléchir le nouvel endroit où le château va s'installer. On le réfléchit en hauteur, mais aussi dans le déplacement, et elle a montré que des châteaux qui étaient déplacés jusqu'à 1 kilomètre, là aussi, pour avoir un nouveau rapport au paysage. Donc ces recherches, évidemment, impliquent qu'on aille aussi regarder l'architecture, parce que nouveau château dit aussi nouvelle manière de distribuer les pièces, nouvelle manière de dessiner des fenêtres et d'organiser ce rapport au paysage.
Et ça, donc, plus seulement pour le duc de Bouillon et autres personnages de la cour, vraiment plus largement. Et parmi ceux qui ont permis que ces nouveaux rapports, ces nouvelles villégiatures soient réalisables, il y a André Leroy, qui avait l'habitude de faire des plans assez didactiques. Le fond a été étudié par Isabelle Levesque et déposé aux archives du Maine-et-Loire. En rouge, vous avez les propositions du paysagiste Leroy dans ce qui était une terre agricole. Et on voit que, alors ici, en l'occurrence, cette demeure ne change pas de place, mais simplement il va retravailler les abords sans perdre pour autant la dimension d'exploitation. Donc ce rapport au paysage est très travaillé, et travaillé avec tous les outils du paysagiste, c'est-à-dire des bosquets qui encadrent des vues et des eaux à qui on fait emprunter des chemins intéressants pour les espaces que cela crée. Un des plus connus de ceux qui ont fait des parcs comme ça pour ses propriétés rurales, c'est le comte de Choulot, dont le descendant et d'autres s'emploient à petit montrer l'ampleur des propositions qu'il a pu faire et de ce que ça transformait dans le paysage. J'ai un ami qui a la chance d'avoir un domaine de Choulot, et c'est très intéressant de voir qu'au milieu des champs, eh bien, il y a des cèdres, et ils ont eu la chance de résister. Ça n'est pas malheureusement partout qu'on peut encore les voir, mais vous voyez cette imbrication entre un territoire productif et un territoire avec une visée esthétique. Si on continue notre histoire, la crise de 29 et le conflit de 14-18 amèneront la fin d'une vision et des possibilités économiques de transformer à très grande échelle le paysage comme les Duchesne ont pu le faire, avec des clients très fortunés qui ne reculaient pas devant de gros travaux, notamment de terrassement, en retrouvant une esthétique régulière, mais vous voyez, qui ne sacrifie pas nécessairement pour autant les arbres existants. Et de manière intéressante, lorsque le même Achille Duchesne propose un projet de jardin public dans son ouvrage qui s'appelle « Les jardins de l'avenir », là aussi on a des tracés de très grande emprise, mais on n'est plus dans une logique économique. Ce qu'il propose dans cet immense parc, c'est finalement un parc de loisirs, un parc de sport, et on n'est plus là dans une rentabilité du territoire. Alors je vais avancer, mais ce que finalement toutes ces images et représentations ne disent pas, lorsqu'on voit une belle image, on ne pense pas nécessairement à cette dimension productive et à cette dimension d'aménagement du territoire. Le potager du roi, dont on sait qu'il a été aménagé sur un marais puant qu'il fallait drainer pour qu'il soit plus salubre à proximité du château, eh bien l'ensemble des parcs et jardins, en fait, ou à peu près, sont faits dans cette vision d'une bonification du territoire. Alors, si l'on continue notre chemin, en réalité, il n'est pas. Chacun de nous, lorsqu'on se promène dans des jardins, on peut tout à fait faire l'expérience de ce rapport au territoire, et en particulier à travers la séquence d'arrivée, qui est un élément clé de la composition. René Péchère, dans sa Grammaire des jardins, nous livre un petit compte-rendu de la séquence de découverte de ce château. C'est la première fois où il a rendez-vous. René Péchère, c'est un paysagiste belge qui a publié une formidable grammaire du jardin. Et dans son petit croquis, en haut, il écrit « Arrivé par l'exploitation et la ferme dans la cour. Cour d'honneur ? Mais non, puisqu'il y a un semblant de jardin. Où est abandonnée la voiture ? Comme ça, en pleine cour ? Madame vient me chercher, elle a dû me guetter. On tire-bouchonne pour arriver dans l'intérieur le plus raffiné, le plus confortable. Comme je voudrais qu'ils aient un jardin qui soit le reflet de leur vie intérieure, dans le même esprit que le château dont il doit être la suite. » Vous voyez cette liaison, il se demande tout simplement où est-ce que je vais me garer. Cette séquence d'arrivée, elle a été très travaillée. Édouard André, dans son traité, indique ce qui est bon et ce qui est mauvais comme chemin. De nombreuses cartes postales, si on se met à les regarder, propose justement une vue précisément qui s'appelle l'arrivée. Ça s'appelle pas la séquence d'arrivée, mais l'arrivée. Donc, soigner l'arrivée dans un château, on a beaucoup travaillé dessus tout au long du XXe, et si vous faites attention, quand on arrive dans ces domaines, il y a toute une mise en scène finalement de la découverte du château.
Ça passe aussi par des tricheries. À Lalaurie, Édouard André a dessiné l'allée. Pourquoi ne l'a-t-il pas dessinée? Celle-ci est complètement nouvelle. Hein. Pourquoi ne l'a-t-il pas dessinée droite? Eh bien simplement parce qu'il y avait là la voie ferrée et qu'on ne pouvait pas du château voir directement passer le train. Donc il a un peu triché quand même. On a aussi bien sûr donc ces séquences d'arrivée, mais on a aussi des vues qui jouent avec la topographie. Ici on est à Orbigny, donc cet endroit où il y a cette falaise, vous allez le voir. Et on joue bien sûr avec les structures végétales qui sont les instruments qui permettent des cadrages et parfois dans une grande variété suivant la saison. Vous imaginez là cette vue automnale, la variété des couleurs au printemps. À Orbigny, que nous avons étudié il y a quelques années, ce rapport au territoire, il se constitue dans une série de scènes, une grande variété de scènes qui dessinent des parcours intérieurs avec chacune à l'intérieur des vues, à la fois des vues intérieures et des vues vers le grand paysage, et qui crée cette variété, puisqu'avec son corps, on bouge, et ça, chacun de nous peut en faire l'expérience. Dans cet endroit en particulier, il y aurait une très forte topographie. On fait aussi l'expérience du vertige, de la peur presque, surtout si on décide, au lieu de faire le chemin avec la pente dans notre dos, d'arriver face au vide, tel le promeneur de Friedrich. Mais ce qui était intéressant aussi à Orbigny, c'est qu'on avait retrouvé un plan où on voyait depuis la pièce du château, qui était l'extension, bien dessiné vers quel village on allait regarder. Et c'est vraiment... alors, on ne trouve pas toujours cette vue, quelquefois il nous faut la deviner. Là, à Orbigny, on savait vers quel endroit du paysage on devait regarder. Alors aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. On n'a pas forcément la même maîtrise du territoire, environnement et des vues qu'on peut créer et surtout maintenir. Je n'aborderai pas ici tous les défis majeurs que représentent la perte de biodiversité et le dérèglement climatique, que les jardins ne sont malheureusement pas les seuls à subir. Mais je me concentrerai sur 3 défis plus directement liés à nos jardins. Le risque d'effacement, le morcellement et la pression urbaine, que nous devons prendre en compte lorsque nous réfléchissons à la manière de restaurer des jardins. Un exemple, une étude que nous avions faite à Braine, un marais jardiné, ancien domaine des évêques de Beauvais, avec un jardin qui avait disparu. On avait là un très beau document qui date du tout début XVIe, avec un marais qui avait été aménagé au XVIIIe par les évêques dans un grand canal, dans un grand effort de drainage, d'aménagement. Mais ce marais, quand nous y sommes arrivés, n'était ni un canal ni un marais, c'était juste, voilà, c'était redevenu un marais plus exactement. Donc on avait eu un marais, un canal et un marais. Il n'y avait plus de jardin, plus d'allées, plus rien du tout. Et on l'appelait pas non plus le parc, où on ne mentionnait pas, les gens de Braine ne mentionnaient pas. C'était à l'invitation de la DRAC qu'ils avaient dit, mais si, il faut aller regarder ce jardin qui avait disparu. Nous avions pu reconstituer cette histoire. Et en réalité, la disparition avait été causée par la découverte qu'à l'endroit du canal, eh bien, il y avait de la tourbe. Et au 19e, on avait exploité la tourbe de manière forcenée, le canal avait disparu. Et puis, après la tourbe, le nouvel or blanc, c'était la betterave à sucre. La sucrerie avait été aménagée au nord du village et la tourbe avait été oubliée. Il n'en restait dans le paysage qu'un trait, un tout petit ruisseau que je ne sais quel organisme avait décidé de méandrer. Donc nous avions juste un méandre qui était le témoin de ce formidable canal. J'ai oublié de vous dire qu'il faisait 2 km de long quand même, ce canal. Ça n'était pas un petit canal. Et voilà ce que nous avons trouvé en guise de jardin quand nous sommes venus. Tous les jardins avaient été lotis. La ville s'était donc retournée vers la sucrerie, dont vous voyez le silo ici. Et le jardin était effacé. L'autre risque, c'est le morcellement. On est là à Ermenonville. Nos étudiants avaient reconstitué comment, à travers les propriétés successives, entre 1762 et 2016, eh bien, le domaine était diminué. Celui que nous appelons aujourd'hui le parc Jean-Jacques Rousseau était finalement passé à la portion congrue. Alors, il se trouve que ça, c'est un domaine documenté parce que c'est quand même le parc Jean-Jacques Rousseau et Jean-Jacques Rousseau y est mort. D'autres endroits sont moins documentés et lorsque nous sommes arrivés à Assigny, appelés par la mairie et l'inspectrice des sites,
on nous a demandé de travailler sur ce bout de jardin, sans nous dire que ça n'était qu'un bout de jardin, qu'en fait le jardin n'était que pour la moitié, qu'il y avait 2 autres propriétaires. On l'a vraiment découvert au bout de 2 mois, en posant des questions et surtout en regardant la carte. Alors qu'il y avait une composition. Le plan est très mauvais, mais je l'ai mis à dessin. C'est un plan très intéressant. C'est un plan avec des cotes. C'est pas un beau plan, mais c'est le plan avec toutes les cotes altimétriques qui nous avait permis de comprendre la façon dont l'eau circulait, puisque l'eau était la chose, ce qui structurait ce grand parc dont vous voyez ici. Voilà, là, une allée d'arrivée, un grand bassin, un château démantelé après la guerre de 14-18, une rivière anglaise. Et ici, un petit bâtiment qui est le commun que vous allez voir. Il ne reste de ce domaine, alors il reste tout le circuit hydraulique et des grottes très belles qui sont les témoins d'une composition paysagère très raffinée. Il reste un commun qui a été inscrit au titre des monuments historiques et qui finalement, de manière amusante, tient d'une certaine façon lieu de château, bien qu'il soit lui-même très en ruine. Nous avions donc reconstitué ce jardin, mais ça avait été assez compliqué. Et puis, le troisième risque, je vous le dis, c'est la pression urbaine. Alors, on sait tous les nuisances sonores, les sources captées, les vues bouchées. L'exemple de Rambouillet, où le CMN, donc le Centre des Monuments Nationaux, nous avait invité à nous pencher sur la rivière anglaise. Le CMN représente un cas particulier et quand même assez extrême, puisque ces jardins et cette rivière anglaise, et vous connaissez peut-être l'importance de l'eau à Rambouillet. Rambouillet a toujours été finalement une grande machine hydraulique pour récupérer des eaux, drainer, et on voit qu'en 1764, on a ces canaux déjà très installés, et ici, à l'endroit du jardin anglais, un espèce de pré-drainage dont on voit qu'en 1830, on a aménagé une rivière anglaise. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en 2021, quand nous avons fait l'étude, eh bien, la rivière anglaise avait un tracé extrêmement appauvri par rapport, vous voyez, à la richesse des heures les plus belles de ce lieu, et surtout qu'il y avait de nombreux désordres structurels, des berges qui ne tenaient pas, une rivière qui débordait, et qu'en réalité, ceci se comprend à cause de l'arrivée et l'augmentation, vous voyez, du front bâti entre cette ville et celle-ci. Il y a des sols imperméabilisés, plus de maisons qui évacuent plus d'eau, et que ici, c'est la station d'épuration au bout. Donc la rivière anglaise, en fait, il y a évidemment des canaux, ça n'est pas une rivière sale, mais ça sert dans le dispositif d'évacuation des eaux. Cette rivière s'est trouvée saturée. Et donc le CMN avait tout à fait conscience de ce problème. Vous verrez la cartographie qu'on a fait et en quoi peut-être on a pu les aider. Donc ces risques étant bien identifiés, comment approcher finalement, quelles approches adopter pour intervenir dans les jardins historiques? L'élargissement à l'échelle du territoire est absolument nécessaire. Ça passe par un dialogue entre le terrain, je vous l'ai dit, et des sources historiques. Je reviens à Vivoin dans notre prieuré où on s'était aperçu que la topographie avait été complètement inversée et ce que nous avions en 2010 avec une pente qui allait vers le prieuré justement était le contraire en 2018 et c'est ça qui permettait qu'on ait un vivier qui marchait. C'est cette observation de la topographie qui nous avait permis de mieux comprendre l'importance de l'eau dans ce lieu. Et faire que ce prieuré qui tournait le dos à la mairie est là, vous voyez, la proportion n'était pas, n'était pas très égale, entre guillemets, que ce prieuré isolé dans son enclos retrouve d'une certaine manière un lien avec le territoire et quels moyens on pouvait adopter pour réactiver ce lien. On avait choisi de proposer une exposition et des promenades à travers le village sur le thème principal de l'aménagement du territoire par la gestion de l'eau au moment des moines, avec un point de départ entre le prieuré et la mairie. Donc ça avait été l'objet, nos études, comme je vous l'ai dit, nous ne faisons pas de projet, mais nous servons finalement à remettre les gens autour de la table et en l'occurrence ici à proposer une lecture du territoire élargie en direction de touristes. À Orbigny,
La question de l'eau avait été aussi importante, donc ce domaine agricole en Bourgogne. Ça avait permis de, là aussi, sortir de l'échelle du jardin et d'aller regarder où étaient les sources. Les sources étaient en réalité assez loin du domaine. Et lorsque nous avions pu réfléchir à une protection, puisque nous avions été appelés pour monter la protection, enfin aider la DRAC à proposer ce jardin pour une protection monuments historiques, eh bien nous avions pu faire en sorte que les protections incluent les sources. Donc en rose, là, on a le jardin et son périmètre initial, et puis on avait été considérer les lieux des sources. Et il se trouvait fort heureusement que les propriétaires, petit à petit, arrivaient à racheter les parcelles et à maîtriser ce qui s'y passait pour que non seulement les sources, mais les zones de captage puissent continuer à être entretenues et que le jardin puisse donc toujours avoir ce réseau d'eau qui faisait cette espèce qui conduisait la promenade. La protection, elle peut être au titre des monuments historiques, elle peut aussi, et c'est souvent intéressant, être au titre des sites, c'est-à-dire portée par le ministère aujourd'hui de la transition écologique, qui a mis en place différents critères. Et dans ce parc Assigny, donc qui était tout morcelé en 3, qui avait été transformé en camping, nous avions réfléchi autour d'une protection au titre des sites, ce qui permettait de prendre en compte ce lieu où il n'y avait plus de château, mais où il y avait encore des rocailles intéressantes, où il y avait un caractère pittoresque assez prononcé, parce que c'était un lieu qui avait été abandonné, et que finalement, cette protection avec son caractère pittoresque, elle le prend bien en compte. Et puis, nous avions réfléchi là, on est toujours à Assigny, à une aire d'influence sur le territoire local. Qu'est-ce que ça voulait dire en fonction de quelle protection et quelle extension on donnait à la protection, la façon dont ça protégeait ou non ce parc. Donc voilà une des protections adaptées. C'est une manière d'ancrer vraiment les jardins dans leur territoire en prenant en compte les vues, mais aussi les sources. Et ça, on s'aperçoit à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture que les sources ne sont pas assez souvent protégées. Mais quand on réfléchit avec ceux qui préparent ces protections, ils en comprennent très vite le sens. Dernier point, il faut travailler sans cesse la gouvernance, et c'est aussi ce que nos études essayent de faire, de proposer des outils, même de cartographier des outils qui disent ce rapport du jardin au territoire. Par exemple, à Rambouillet, nous avions fait une espèce de cette cartographie qui essayait de montrer tous les apports d'eau de tout ce grand territoire, à la fois les différents étangs qui étaient des étangs du XVIIe, les réseaux unitaires de la ville qui se jettent dans les canaux, le ruissellement des eaux chargées des intrants agricoles, parce que tout ça, ce sont des plateaux agricoles, l'irrigation du jardin anglais par la forêt au-dessus et tout le domaine des chasses de Rambouillet, les pâturages de la bergerie nationale, ce collecteur napoléonien et finalement notre rivière anglaise en bout de course avec la station d'épuration. Et mettre tout ça, montrer la somme de ces eaux qui arrivaient et des différentes personnes, acteurs qui pouvaient se mettre autour de la table pour réfléchir à des solutions. Le CMN avait trouvé ça assez intéressant que voilà, on cartographie tous ces acteurs. Alors je ne saurais pas vous faire les acronymes de tous les syndicats, mais penser les jardins dans leur territoire, c'est passer aussi par ces acteurs qui se croisent rarement, qui n'ont pas la même manière de regarder des jardins. Et finalement, ce que, on va dire, un acteur d'un syndicat des eaux peut bien comprendre, c'est-à-dire ce schéma des acteurs, lui, il a beaucoup moins en tête le fait qu'il y ait une traduction paysagère à tout ça, que ça se traduise par une rivière anglaise à la fin. Et puis, une autre chose que nous essayons de faire, c'est reproposer une lecture culturelle du territoire. Je vous prends un avant-dernier exemple. On est toujours dans l'Oise, mais cette fois-ci à Braine. On a l'autoroute qui passe ici. Braine, je crois qu'il y a un cimetière, il y a le seul cimetière danois, je crois, de la Première Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Nous avions été appelés pour des jardins réguliers.
Voilà, on savait que c'était ça, la parcelle, qui était devenue une pâture avec des vaches. La municipalité nous avait beaucoup soutenus dans notre volonté de proposer une lecture plus large du territoire. Nous avions à notre disposition des cartes postales qui montraient bien, voilà les vaches, la place de ces aménagements, d'aménagements hydrauliques dans la façon dont au 19e et début 20e on pratiquait ces lieux. On voyait bien qu'il n'y avait plus aucune trace d'un jardin régulier, mais néanmoins on savait qu'ils avaient existé. Les plans terriers montraient bien, les jardins du château bas et qui se déployaient, vous voyez, devant le château, des grands parterres et puis un petit parc là. Alors ce plan, vous voyez, c'est la carte A, il y avait 20 autres plans qui étaient à l'échelle du grand territoire et qui nous avaient tout de suite mis sur la piste. Voilà, d'un projet beaucoup plus ample que cette simple parcelle pour laquelle nous étions appelés, où encore une fois on avait des sujets d'eau, mais là pas seulement d'eau, on avait aussi des sujets vraiment de grands paysages. Et nous sommes partis avec les étudiants à la recherche des bornes, des signaux faibles finalement de ce paysage, des bornes, des fossés qui trahissaient une utilisation ancienne. Un arpentage donc à la recherche de ces domaines disparus et démantelés à la Révolution, lotis pour la plupart. Nous avions pu ainsi retrouver donc il y avait sur les lieux lotis, évidemment c'était plus difficile de retrouver quelque chose, il y avait encore des lieux qui l'étaient moins. Nous avions retrouvé les limites de l'ancien parc agricole et de chasse et montré et discuté avec l'équipe municipale de tout ce patrimoine bâti qu'ils avaient encore, de son rapport avec le jardin. La commande au départ était de refaire les jardins, on va dire le nôtre. Et puis, mais on en était encore. Ça reste un horizon d'ailleurs lointain. Ce qui avait été intéressant, c'est que ça avait permis des échanges avec l'équipe, une meilleure lecture de ce grand paysage, et finalement de préparer une stratégie pour pouvoir réacheter et préempter au fur et à mesure les parcelles qui avaient été vendues. Et se dire que peut-être on préparait les conditions dans quelques années d'un jardin avec une restitution, alors évidemment pas à l'échelle de l'ancien parc, mais d'une restitution de ce qui avait été un très beau jardin. Donc d'asseoir une politique d'achat des anciennes parcelles, de dessiner des lignes aussi pour un entretien minimal pour qu'on ne perde pas plus la lecture. Et puis, pour finir, bien sûr, les jardins peuvent avoir un rôle pour leur territoire. C'est pas seulement les territoires qui servent les jardins et qui servent à les comprendre. Même lorsqu'il s'agit simplement d'un travail sur la mémoire, ça avait été le cas lorsqu'on a été donc appelé dans ce marais, ce jardin oublié. Voilà, vous avez une vue. Ça, c'était une vue dans les années 80. Ce marais et ce jardin disparus. Il n'y avait évidemment aucune demande de restitution, mais nous avions observé, il se trouve qu'on avait eu de la chance, on était arrivé à un moment où ils repensaient tous les aménagements du bourg, les pavages et la façon de circuler dans le bourg. Grâce à cette histoire retrouvée, il y avait eu pas mal de restitutions et finalement les gens avaient mieux compris leur cœur de bourg, la manière de l'habiter et s'étaient émerveillés qu'il y ait encore les souterrains du château, qu'on ait des traces infimes et ça avait été un bon outil de dialogue. Mais on leur avait aussi proposé, bien sûr, des propositions de mise en valeur du marais. Et ce marais qui, n'étant plus un jardin, était finalement vu comme un espace sans grande unité. On avait proposé des chemins pour le reparcourir et des lieux pour que, des points de vue notamment, que vous avez matérialisé là, pour que les différents habitants du marais, les pêcheurs, les chasseurs, les randonneurs, puissent finalement avoir des endroits avec une lecture commune de cet espace. Et on avait bien compris que la chose principale, c'est que personne ne voyait la même chose dans ce marais. Les gens avaient des intérêts très divergents et que redonner une épaisseur à cette histoire permettait aussi de réamorcer des dialogues. Et cette recherche sur les études sur la place de ces anciens domaines, elle est menée dans pas mal de parcs naturels régionaux, en particulier celui de la Haute-Vallée de Chevreuse. On a une étudiante qui vient de travailler pendant 1 an avec eux pour montrer la place quelquefois disparue dans le paysage de ces domaines privés
qui continue à faire la trame d'espaces très proches de Paris, comme la vallée de Chevreuse, qui sont moins lisibles parce que les allées ont disparu, parce que des haies, les gens se sont protégés, alors qu'avant les domaines avaient une lecture beaucoup plus ouverte sur le paysage. Mais finalement, pour le PNR, connaître ces anciens domaines, faire au mieux pour qu'ils soient protégés, pour que justement, par exemple, des allées ne soient plus abattues ou qu'elles soient replantées, c'est une manière aussi de préserver ce qui fait l'identité du parc naturel régional. Pour finir, je voudrais juste vous livrer deux outils conceptuels, c'est un grand mot, mais la notion de paysage culturel d'une part, et puis vraiment l'idée du terrain comme archive. À Wörlitz, je vous ai mis là la définition de ce qu'est pour l'UNESCO le paysage culturel. Ce sont des œuvres conjuguées de l'être humain et de la nature. Ils expriment une longue et intime relation des peuples avec leur environnement. On a là cette très imposante digue à Wörlitz, en Allemagne, donc en Sachsen-Anhalt, où le prince régnant, qui était féru des Lumières, rassemblait dans son jardin à la fois tous les intellectuels d'Europe, mais aussi faisait reconstituer des scènes, y compris un faux volcan du Vésuve qui crachait de la fumée. Enfin, c'était un endroit tout à fait extraordinaire où tout le monde venait. Il y avait bien sûr une île des Peupliers parce qu'il était un grand admirateur de Rousseau, mais il avait donc développé sur un parc si grand qu'on l'appelait le Royaume des Jardins, un immense territoire en bordure de l'Elbe, avec une infrastructure assez proéminente, puisqu'il fallait se protéger des crues de la rivière avec cette digue. Et ce lieu qui est complètement artificiel, qui représente un milieu de culture, est aussi un immense endroit pour les oiseaux qui migrent et a été protégé. Alors, je n'ai plus la date exactement de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de Wörlitz, mais a été protégé avec cette dénomination de paysage culturel qui a été créée depuis 1992 et qui permet... Donc, les jardins sont considérés comme des paysages culturels. Ils l'étaient auparavant... c'était pas raccroché à cette catégorie. Versailles n'a pas été protégé, par exemple, comme un paysage culturel. Évidemment, Versailles est un paysage culturel. Un autre endroit qui a été protégé à ce titre de paysage culturel, c'est le parc de Moscou, celui du prince Puclair dont je vous parlais. Et cette fois-ci, il y a vraiment une dimension politique à ce territoire, puisque Moscou, c'est à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Ça s'est donc retrouvé aux premières loges de toutes les vicissitudes de notre XXe siècle, puisque la frontière entre le bloc soviétique et l'Europe, à un moment, est passée par là. Il y avait un pont, on ne pouvait pas passer si on n'avait pas le bon passeport. Et les deux bouts du parc ont été gérés de manière séparée entre l'Allemagne et la Pologne, deux visions d'ailleurs très différentes de la manière de conduire un parc. Et ce lieu a été protégé, a été inscrit en 2004 comme paysage culturel, après avoir fait l'objet, depuis la réunification de l'Allemagne, de très importants travaux de collaboration entre la Pologne et l'Allemagne, pour redonner une vision globale et cohérente de ce parc dont je vous ai dit qu'il englobait des villages entiers. Donc c'est en soi c'était une aventure à la fois paysagère et culturelle que de remettre ensemble deux bouts de parcs de deux pays aux histoires si compliquées. Donc cette notion de paysage culturel, elle aide probablement à penser ces jardins à la bonne échelle de leur territoire. Et puis l'autre chose, c'est considérer le terrain comme une archive. Georges Farhat a même parlé du site comme un agent historique. Le travail de terrain, c'est le cœur du diagnostic paysager, qu'on cherche d'ailleurs ou non à s'intéresser à des espaces historiques. Et ça ne dispense bien sûr pas d'avoir une politique active de préservation des archives des jardins et des paysages, en particulier des archives de gestion, puisque
En général, on garde les beaux plans, mais pas les comptes et encore moins les listes de plantes. C'est pourtant celles qui sont le plus utiles pour reconstituer les vues qui avaient été souhaitées par les différents concepteurs. On rentre parfois dans des jardins sans s'en apercevoir, comme à Wörlitz ou à Moscou, tant l'échelle est grande et tant il n'y a pas de barrière. Mais toujours, ces jardins, quand on y rentre, sont des portes vers des mondes intérieurs et il importe de les préserver. Je vous remercie.